Rebonjour, donc on reprend le cours du chapitre 24. On a vu la définition d'une application linéaire, la définition du noyau, la définition de l'image, la définition d'un isomorphisme. On a vu également le lien entre des familles de vecteurs et des isomorphismes. Nous avons justement à voir maintenant un autre lien qu'il existe entre les applications linéaires et les familles de vecteurs. C'est à travers la notion de rang. Donc on va définir aujourd'hui le rang d'une application linéaire et on verra d'ici la fin du chapitre un théorème très important qui porte d'ailleurs le nom de théorème du rang. Donc on commence par la définition. On a toujours E et F qui sont deux espaces vectoriels et F une application linéaire de E dans F. On dit que petit f, une application linéaire, est de rang fini lorsque son image, donc c'est-à-dire ce qu'on a noté jusqu'à maintenant, image de f, est un espace vectoriel de dimension finie. On a démontré plus haut que l'image était toujours un espace vectoriel. Et dans ce cas, lorsque c'est de dimension finie, on appelle rang de f, et on note Rg de f, la dimension de son image. Donc c'est ce qu'on appelle le rang d'une application linéaire. Alors par exemple, quand f est l'application nulle, c'est-à-dire l'application qui a x appartenant à E associe 0, son image c'est le singleton 0, puisque la seule valeur que prend cette fonction c'est la valeur 0, donc son rang, qui est la dimension du singleton 0, est donc égal à 0. Dans l'exemple 10, on prend une application petit f de Rn dans R qui a un n-uplet x1, xn associe simplement la première coordonnée. On a démontré que cette application était bien une application linéaire et que son image était égale à R tout entier. Donc en particulier son rang, qui est donc la dimension de son image, c'est donc la dimension de R, donc c'est 1. Alors, on passe ensuite au lien qu'il existe entre rang d'une application linéaire et la définition de rang qu'on a déjà rencontrée. Donc c'est le théorème 11. Si E et F sont deux cas espaces vectoriels tous les deux de dimension finie, si F est une application linéaire de E dans F, alors, lorsque vous connaissez une base de E, eh bien le rang de F, c'est la même chose que le rang de la famille F de E1, F de En. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça porte le même nom que le rang d'une famille de vecteurs. Autrement dit, si vous connaissez une base de E, en étudiant simplement la famille F de E1, F de En, donc c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'étudier toute l'image en entier, en étudiant simplement la famille F de E1, F de En, est-ce qu'elle est libre, combien vaut son rang, eh bien vous arrivez à en déduire le rang de F. On va passer à la démonstration de ce résultat, le théorème 11. Donc on se fixe F, une application linéaire de E dans F, et E1, En, une base de E. Premièrement, on a déjà vu dans un théorème précédent que la famille F de E1, F de En était une famille génératrice de l'image de F. Donc l'image de F, c'est vect de F de E1, F de En. Donc en particulier, le rang de F, qui est la dimension de cette image, est donc égal à la dimension de l'espace vectoriel engendré par F de E1, F de En. Donc on retrouve exactement la définition du rang. Donc pour déterminer le rang d'une application linéaire, si l'espace vectoriel au départ est de dimension finie, bien sûr, vous prenez une base de cet espace vectoriel, vous calculez les différentes images, et vous regardez le rang de la famille constituée de ces images. Je vous rappelle, pour déterminer le rang d'une famille, on doit regarder quelle est la plus grande famille libre qu'on peut obtenir à partir de cette famille. Donc soit toute votre famille est une famille libre, dans ce cas-là, c'est de rang maximal, le nombre de vecteurs, soit votre famille est liée, donc vous enlevez le vecteur qui s'exprime avec les autres. Si vous avez une famille libre, c'est bon, sinon c'est qu'il y a encore un vecteur qu'on peut enlever, et comme ça vous enlevez tous les vecteurs qui s'expriment à partir des autres, pour ne garder plus qu'une famille libre. Et le nombre de vecteurs que vous aurez dans cette famille libre, je vous rappelle que c'est exactement la dimension, donc ce sera le rang de votre application linéaire. On revient au poly. Alors maintenant, un autre point important, les isomorphismes
quand on compose par un isomorphisme, ça ne modifie pas la valeur du rang. Autrement dit, si f et g sont deux applications linéaires qu'on peut composer, c'est-à-dire l'espace d'arrivée de petit f est le même que l'espace de départ de petit g. Alors si f est un isomorphisme, et je vous rappelle isomorphisme ça veut dire bijectif en plus de linéaire, alors le rang de g rond f est égal au rang de g. Et dans le deuxième cas, si c'est g qui est un isomorphisme, alors le rang de g rond f est égal au rang de f. On retient souvent ce résultat en disant que la composée par un isomorphisme ne change pas la valeur du rang. Alors on passe à la démonstration de ce théorème 12. Donc on a f et g, deux applications linéaires. On suppose que f est un isomorphisme de e dans f. Ce sont les hypothèses de notre théorème. Je vous rappelle qu'on a vu que pour calculer le rang, il fallait connaître le rang d'une famille de vecteurs, en particulier une famille fabriquée à partir d'une base. Donc puisque g rond f est défini sur E à valeur dans G, on prend E1, En, une base de E. Le rang de g rond f, c'est ce qu'on a vu dans le théorème précédent, c'est exactement le rang de la famille g rond f de E1 jusqu'à g rond f de En. Mais f est un isomorphisme, je vous rappelle c'est donc une bijection, donc on a démontré plus haut que si E1, En était une base de E, alors f de E1, f de En était une base de grand F. Autrement dit, le rang de g rond f de E1, g rond f de En, c'est le même que le rang de g de f de E1, g de f de En, c'est-à-dire c'est le rang de l'image par G d'une base de grand F, puisque f de E1 jusqu'à f de En, ça forme une base de grand F, donc rang de g de f de E1 jusqu'à g de f de En, c'est le rang de l'image par G d'une base de grand F, c'est donc exactement le rang de G, toujours en appliquant le théorème 11. Donc on a bien que le rang, là vous mettez RG, pas RE, le rang de G rond F est égal au rang de G. On passe au deuxième point du théorème. Cette fois, ce n'est pas la fonction qu'on applique en premier, f qui est un isomorphisme, c'est G. Donc on ne peut pas appliquer le même raisonnement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démontrer que l'image de f et l'image de g rond f ont la même dimension. Comme ça, la dimension de l'image de f, c'est-à-dire le rang de f, sera bien égale à la dimension de l'image de g rond f, c'est-à-dire le rang de g rond f. Est-ce que vous vous souvenez comment est-ce qu'on fait pour montrer que deux espaces vectoriels sont de même dimension? Eh bien, on fabrique une application linéaire bijective entre les deux. Autrement dit, on montre qu'ils sont isomorphes. Donc, on note g tilde, la fonction définie sur image de f, à valeur dans image de g rond f, et qui à x associe g de x. Cette fonction, elle est bien à valeur dans image de g rond f, parce qu'en fait, vous imaginez x, comme il est dans image de f, il s'écrit f de y. Donc en fait, ici, g de x, c'est quelque chose de la forme g rond f de y, donc c'est bien dans l'image de g rond f. Donc cette fonction-là, elle est bien définie. On peut montrer qu'elle est linéaire. En fait, g tilde, c'est exactement la même chose que la fonction g, c'est juste on a diminué l'espace de départ, donc puisque g est linéaire, en particulier g tilde l'est aussi. On va montrer qu'elle est surjective. Donc on prend un y appartenant à l'image de g rond f. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe x appartenant à E tel que y soit de la forme g rond f de x, autrement dit g de f de x. Donc f de x, que je vais noter z, est un antécédent par y par la fonction g. C'est donc aussi un antécédent par la fonction g tilde, puisque g de z, c'est exactement pareil que g tilde de z. Donc g tilde est bien surjective. Pour montrer qu'elle est injective maintenant, on prend deux points, x et x' appartenant à f, au carré, qui ont la même image. Je vous rappelle, on pourrait aussi étudier son noyau. Ça revient au même pour les applications linéaires. Mais là, on revient à la définition d'injective. Donc, g tilde de x est égal à g tilde de x', c'est-à-dire que g de x est égal à g de x'. Bon, mais sauf que g est un isomorphisme. Donc g est injective. Donc x égale x'.
Donc G tilde également est injective. Donc finalement, on a une application linéaire surjective injective, autrement dit, on a un isomorphisme. Donc, image de f et image de G rond f sont isomorphes. Donc en particulier, ils ont la même dimension, et donc le rang de f est bien égal au rang de G rond f. Donc on a bien démontré que la composée par un isomorphisme, composée à gauche ou à droite selon ce qui est possible, ne modifie pas la valeur du rang. Alors on reviendra à cette notion de rang quand on fera le théorème du rang un petit peu plus bas. Mais pour l'instant, on va passer à ce qu'on appelle des endomorphismes. Donc ce sont des applications linéaires particulières, et parmi ces endomorphismes, il y en a 4 que vous devez connaître absolument par cœur. On va les étudier maintenant. Alors, d'abord, la définition d'endomorphisme, bien sûr, avant de passer au cas particulier. Donc on a toujours E qui a un cas espace vectoriel. Ce qu'on appelle un endomorphisme, c'est une application linéaire de E dans E, c'est-à-dire une application linéaire pour laquelle l'espace vectoriel au départ et à l'arrivée sont les mêmes. On notera l'ensemble des endomorphismes L de E, au lieu de noter L de E, E, comme on a vu précédemment. Premier résultat à connaître sur l'ensemble des endomorphismes, eh bien, c'est que ça forme un anneau. Attention, un anneau pour l'addition et pour la composition, pas pour la multiplication. Vous faites très attention à ça. Autrement dit, les endomorphismes, eh bien, effectivement, puisqu'au départ et à l'arrivée c'est E, on peut les composer sans problème. Il n'y a pas du tout de... l'espace d'arrivée du premier est bien égal à l'ensemble de départ du deuxième. Donc on n'a jamais de problème pour les composer. Donc on étudiera très souvent la composée d'endomorphisme. On verra ça un petit peu plus loin. Alors on passe à la démonstration de ce théorème 13. Ça nous permet en même temps, mais bon, je suis sûre que vous le connaissez déjà, de réviser la définition d'un anneau. Alors, premier point, l'ensemble muni de la première loi doit être un groupe. Ça, on l'a déjà vu, c'est un sous-groupe de l'ensemble des applications de E dans E. Et puis la loi plus est commutative, puisque l'addition de deux fonctions est commutative, donc on a bien un groupe commutatif. Deuxième point, il faut que la deuxième loi de composition interne soit associative. Ça, on l'a déjà démontré pour la composée, complètement en dehors des applications linéaires, mais en particulier c'est aussi vrai pour les applications linéaires. Donc la loi composition est bien associative. L'élément neutre de cette deuxième loi doit être dans l'ensemble. Alors l'élément neutre pour la composition c'est l'identité, donc id de E, et l'identité est bien une application linéaire, puisque par exemple, x plus lambda y est bien égal à x plus lambda y. Donc l'identité, qui est l'élément neutre pour la loi composition, appartient bien à l'ensemble. Et enfin, la deuxième loi de composition interne doit être distributive sur la première. Donc la loi composition est bien distributive. Par exemple, si vous faites H rond F plus G, et bien ça, comment est-ce qu'on a fait pour le démontrer? C'est un des théorèmes qu'on a démontré un petit peu plus haut, qu'il y avait bien distribution. Alors on l'avait pas appelé comme ça, on avait écrit que la fonction qui a f associée f rond g était linéaire. Mais si vous revenez à la définition de linéaire, eh bien ça veut exactement dire que la composition est distributive. Donc si vous n'en êtes pas convaincu, vous écrivez ce que ça veut dire distributive, vous remontez au théorème qui correspond, c'est-à-dire celui-là, le théorème 5, c'est exactement quand on écrit que cette application est linéaire, ça veut dire qu'ici à la place de G, je peux mettre une combinaison linéaire, donc ça veut bien dire que la composée est distributive, et pareil pour ici. Vous retournerez voir. Donc finalement, on obtient bien que L de E plus rond est un anneau. Alors, je reviens à l'énoncé de ce résultat, le théorème 13. C'est donc un anneau. Ce qui veut donc dire que vous avez le droit de faire tout ce qu'on a vu comme opération sur les anneaux. Alors là, vous commencez à vous inquiéter, mais il va y avoir donc de nouveau le binôme de Newton. Il va y avoir par exemple la puissance n. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs la puissance n quand on est avec des endomorphismes? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, on va revoir toutes les opérations qu'on a vues sur les anneaux. Ce qui veut donc dire aussi que, a priori,
les résultats que vous avez vus dans un anneau s'appliquent dans le cas des endomorphismes. Donc certaines questions, et ce sera le cas là dans la feuille d'exercice de ce chapitre, vous allez voir, elles ressemblent beaucoup aux résultats qu'on a vus dans les anneaux. Eh bien, vous n'avez pas de problème, vous avez le droit d'appliquer les résultats sur les anneaux. Donc, pour vous convaincre que ça fonctionne, vous pouvez essayer de généraliser ou de redémontrer la formule qu'on a vue pour un anneau, mais dans le cas particulier d'un endomorphisme. On verra ça un petit peu plus loin. Alors, dans les endomorphismes, de nouveau, il y en a qui portent un nom particulier, c'est ce qu'on appelle automorphisme. Ce sont les endomorphismes qui sont bijectifs. Donc, si on essaye de retenir tout le vocabulaire, morphisme, c'est pour dire que c'est linéaire. Isomorphisme, c'est pour dire que c'est linéaire et bijectif. Automorphisme, c'est pour dire que c'est morphisme, donc que c'est linéaire, et que c'est bijectif, et qu'en plus c'est de E dans E. D'où le auto pour dire que ça va de E dans lui-même. Alors, ces automorphismes, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Eh bien, ils forment un groupe pour la loi composition. On les appelle le groupe linéaire de E, et on note ce groupe GL de E. On va démontrer que l'ensemble des automorphismes est bien un groupe. Alors, je vous rappelle que dans un anneau, il y a plusieurs groupes. D'abord, A+ est un groupe commutatif. Et puis, il y a un autre groupe dans les anneaux, c'est le groupe des inversibles. Donc, tous les éléments de A inversibles pour la deuxième loi, faites attention, hein, on a démontré que ça formait un groupe. Bon, bah, si on met ça dans le cadre de L de E, ça veut dire que tous les inversibles de L de E pour la composition, ça forme un groupe. Mais qu'est-ce que ça veut dire être inversible pour la composition? Ça veut dire qu'il existe une deuxième application qui, quand on compose les deux, ça fait l'identité. Bon, bah, c'est exactement la définition de bijective, en fait. Donc, les inversibles de la loi composition, ce sont les bijections. Donc, les inversibles de L de E, pour la deuxième loi, ce sont les bijections, et comme en plus on veut que ce soit des endomorphismes, eh bien ce sont bien les automorphismes. Donc L de E, avec l'étoile en haut pour dire que ce sont les inversibles pour la deuxième loi, est formé des automorphismes. Donc l'ensemble des automorphismes est bien un groupe pour la loi composition. Hein. Faites vraiment attention. On appelle ça le groupe linéaire. Donc on va étudier maintenant 3 endomorphismes particuliers, et pour chacun de ces endomorphismes, on se demandera est-ce que c'est un automorphisme ou pas. Premier endomorphisme que vous devez absolument connaître, c'est ce qu'on appelle les homothéties. Alors, quand E est un K-espace vectoriel, que lambda est un scalaire, on appelle homothétie de E de rapport lambda l'application définie par lambda fois l'identité. 2 fois l'identité, 10 fois l'identité, pi fois l'identité, par exemple, tout ça, ce sont ce qu'on appelle des homothéties. Donc, en particulier, l'identité est une homothétie. C'est donc une application linéaire. Alors, on va voir toutes les propriétés de ces homothéties. Premièrement, les homothéties sont des endomorphismes. Ça, on va le démontrer. Ça veut donc dire que ce sont des applications linéaires. La somme de 2 homothéties est encore une homothétie, et le rapport de la somme, ça sera la somme des 2 rapports, c'est-à-dire la somme des 2 coefficients. La composée, puisqu'on a vu que les endomorphismes, l'intérêt c'était de les composer. La composée de 2 homothéties est encore une homothétie, dont le rapport est cette fois le produit des 2 rapports. Et enfin, si lambda est différent de 0, l'homothétie de rapport lambda, c'est-à-dire lambda fois l'identité, est un automorphisme. Ça veut donc dire qu'il est bijectif, et sa bijection réciproque, c'est l'homothétie de rapport 1 sur lambda. On va démontrer ce théorème 15. Donc on se fixe un scalaire lambda, et on s'intéresse à l'homothétie de rapport lambda. Premier point, on doit montrer qu'elle est linéaire. Alors, une homothétie, on a dit c'était lambda fois l'identité. L'identité est une application linéaire. L'ensemble des applications linéaires, même l'ensemble des endomorphismes, comme c'est un espace vectoriel, ben il est stable par multiplication par un scalaire, donc lambda fois l'identité est encore un endomorphisme.
Pour la somme de deux endomorphismes, cette fois, on va prendre deux scalaires, lambda et mu. Et on fait la somme des deux homothéties, lambda identité plus mu l'identité, ce qui est bien égal à lambda plus mu l'identité. Donc la somme de deux homothéties est bien encore une homothétie. Pour la composée, pareil, on se fixe deux scalaires, et cette fois, on fait lambda identité composée avec mu fois identité, ce qui fait lambda fois mu l'identité. Donc la composée de deux homothéties est encore une homothétie, puisque c'est un scalaire fois l'identité, et le rapport de cette nouvelle homothétie, c'est bien le produit des rapports des deux homothéties précédentes. Et enfin, pour le côté automorphisme, on se fixe un lambda différent de 0. On veut montrer que lambda fois l'identité est bijective, et en même temps que sa bijection réciproque, c'est 1 sur lambda l'identité. Donc ce qu'on fait, c'est que comme on sait déjà quel est le candidat pour la bijection réciproque, on compose les deux homothéties. Donc on fait lambda identité composée avec 1 sur lambda identité. Par la question précédente, ça fait identité. Donc lambda fois l'identité est bien bijective, et sa bijection réciproque, c'est bien 1 sur lambda fois l'identité. Donc les homothéties, ce sont des endomorphismes assez simples, et ce sont très souvent des automorphismes. Autre point important sur les homothéties, c'est presque une caractérisation, ça pourrait presque être une définition d'une homothétie. Les homothéties commutent avec tous les autres endomorphismes. Et autre résultat important qu'on va bientôt pouvoir démontrer, mais on peut pas le faire tout de suite, ce sont les seuls endomorphismes qui le font. Autrement dit, les seuls endomorphismes qui commutent avec tous les autres, ce sont les endomorphismes de la forme lambda fois l'identité. Si vous y réfléchissez d'ailleurs dans le DS avant les vacances, c'est exactement ce que vous avez démontré. Puisque vous avez démontré que l'ensemble des matrices qui commutaient avec toutes les autres, c'était les matrices qui étaient des matrices scalaires, c'est-à-dire qui s'écrivaient lambda fois la matrice identité. Alors là, vous voyez apparaître, de loin pour l'instant, mais on reviendra là-dessus, le lien très très fort qu'il existe entre les endomorphismes et les matrices. On va faire ça dans le chapitre suivant, vous allez voir, c'est vraiment un résultat très important. On peut passer d'une matrice à un endomorphisme, d'un endomorphisme à une matrice, ça sera exactement la même chose. Pour l'instant, on peut pas encore expliquer tout ça, donc on revient simplement au théorème 16. On va démontrer que les homothéties commutent bien avec tous les autres endomorphismes. Donc on se fixe un lambda pour se fixer une homothétie, et on prend f, un endomorphisme quelconque. Et puis on calcule notre homothétie composée avec f. Ça fait donc lambda fois f, puisque l'identité composée avec f, ça fait f, ce qui est donc la même chose que f composée avec lambda fois l'identité. Donc oui, l'homothétie lambda identité commute bien avec toutes les applications linéaires, avec tous les endomorphismes. Attention, en fait, c'est là où j'ai fait une erreur, il faut que ce soit un endomorphisme, parce que sinon, peut-être que la composée dans ce sens-là, vous pouvez la faire, mais dans ce sens-là, vous n'êtes pas sûr. Donc on ne peut pas dire que les homothéties commutent avec toutes les applications linéaires, on peut simplement dire que les homothéties de E commutent avec tous les endomorphismes de E. C'est vraiment important. Alors, ça c'était pour les homothéties. On revient maintenant au cours, on va voir un deuxième exemple d'endomorphisme, c'est ce qu'on appelle un projecteur. Donc vous avez déjà rencontré la notion de projection, par exemple, projection orthogonale. Bon là, ça va être à peu près la même chose, sauf que au lieu d'avoir des sous-espaces orthogonaux, on va avoir besoin de sous-espaces vectoriels. Mais l'idée va être exactement la même. Donc vous pouvez, pour vous représenter les projecteurs, dessiner par exemple deux droites perpendiculaires qui vont représenter chacune un espace vectoriel, et ces deux espaces seront supplémentaires. Alors, on se lance dans la définition d'un projecteur. Soit E un K-espace vectoriel, soit F et G deux sous-espaces vectoriels de E, qui sont supplémentaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire supplémentaire? Vous imaginez, vous avez ici F, c'est par exemple un plan, et puis ici vous avez une droite G, là, qui sont supplémentaires. Donc ça veut dire, si on revient à la définition de sous-espace supplémentaire, quel que soit X appartenant à E,
il existe un unique couple XF-XG appartenant à F croix G, le produit cartésien, tel que X se décompose sous la forme XF plus XG. Ça, c'est pour la définition de supplémentaire. Eh bien, ce qu'on appelle la projection sur F parallèlement à G, c'est la fonction qui à X associe simplement la coordonnée de F. C'est-à-dire vraiment, on fait une projection sur F. On ne garde plus que la composante de F. Mais, pour qu'il existe une composante sur F, on a besoin d'espace supplémentaire, donc on a besoin de préciser quel est le sous-espace vectoriel qu'on a utilisé comme supplémentaire de F. Vous faites attention, si vous prenez deux supplémentaires différents pour F, vous n'aurez pas forcément la même fonction de projection. Donc, on ne dit plus projection sur F, ça c'est ce que vous utilisiez avant, maintenant on dit projection sur F parallèlement à G. On la note P indice F, s'il n'y a pas d'ambiguïté sur G, et si vraiment on veut faire la notation complète, en fait on note P indice F avec un G là comme ça en puissance pour dire que c'est projection sur F parallèlement à G. Moi pour que les notations soient pas trop lourdes, je n'ai pas mis le G en exposant, mais vous devez vraiment l'avoir en tête. Et l'application qui à X associe XG, c'est-à-dire la pseudo-composante selon G, eh bien c'est la projection sur G parallèlement à F. Alors, si on revient à notre dessin là, voilà. Vous avez par exemple un vecteur U, il admet une composante sur F, donc ici vous imaginez c'est XF plus un vecteur de G, XG, et bien la projection sur F, c'est celle qui a U associe ce vecteur-là. Et la projection sur G parallèlement à F, c'est celle qui a U associe ce vecteur-là. Donc vraiment, vous pouvez avoir en tête cette notion de projection. Essayez de ne pas garder en tête projection orthogonale, parce que vous voyez là sur mon dessin, la droite que j'ai prise pour l'espace vectoriel G, elle n'est pas du tout perpendiculaire à mon plan F. D'ailleurs, je n'ai pas encore défini la notion de perpendiculaire. Donc vraiment, vous essayez de faire des dessins, quand vous allez faire des dessins pour bien comprendre, qui ne sont pas des espaces vectoriels que vous auriez envie de représenter perpendiculaires. Ok, alors des remarques d'abord sur cette définition. Premièrement, la projection sur F, c'est XF, la projection sur G, c'est XG, donc la somme des deux projections, XF plus XG, ça fait X tout entier. Donc la somme des deux projections fait l'identité. Donc souvent, on étudie PF et identité moins PF. Comme ça, il y a un lien très fort entre les deux projections, et une fois que vous aurez démontré des choses sur PF, on les aura automatiquement sur PG, en disant que c'est identité moins PF. Deuxième remarque, pour essayer de comprendre ce qui se passe, on va regarder ce qui se passe quand X est dans F ou quand X est dans G. Donc vous imaginez, on a nos deux espaces supplémentaires, E égale F plus G. Quand X est un point de F, quelle est sa décomposition sous la forme un élément de F plus un élément de G? Bien, c'est X plus 0, puisque 0 est bien dans G. Donc en particulier, la projection sur F parallèlement à G de X, c'est la composante de X selon F, donc c'est directement X, et la projection sur G parallèlement à F, c'est 0. Donc, quand X est dans F, PF est égal à X et PG est égal à 0. Et par symétrie, bien sûr, quand X est dans G, quelle est sa décomposition sous la forme un élément de F plus un élément de G? Pareil, c'est 0 plus X. Donc la projection de X sur F, c'est la composante de F, donc c'est-à-dire 0. Et la projection sur G de X, c'est sa composante, son unique composante de G, c'est donc X également. Donc la projection sur F, si on la restreint à F, c'est rien d'autre que l'identité, puisqu'en fait, vous imaginez si votre vecteur est déjà dans F, quand vous le projetez dans F, il y est déjà. Et par contre, ce vecteur dans F, là, si je le projette sur G, je vais tomber sur 0. On revient au poly, donc on va regarder maintenant les propriétés de ces deux projections associées à des espaces supplémentaires.
Donc on a E un K espace vectoriel, F et G deux sous-espaces vectoriels de E qui sont supplémentaires, et on note PF et PG, les projections qui sont associées. Alors, premier résultat très important, la projection sur F parallèlement à G est un endomorphisme de E, et quand on la compose avec elle-même, c'est-à-dire P, F rond PF, on obtient PF. Deuxième résultat important, le noyau de l'endomorphisme PF, c'est exactement l'ensemble G, et l'image de l'endomorphisme PF, c'est exactement l'ensemble grand F. Autrement dit, de F plus G est égal E, je peux écrire que le noyau de PF et l'image de PF sont supplémentaires dans E. Et dans ce cas-là, PF, c'est en fait la projection sur son image parallèlement à son noyau. Alors, on a ensuite exactement les mêmes résultats pour PG. On les démontrera pas pour les deux, je le ferai que pour PF. Et dernier résultat important, PF rond PG, c'est l'endomorphisme nul. Et pareil, PG rond PF, c'est également l'endomorphisme nul. Dans tout ce théorème et dans toute la démonstration qui va avec, je vous rappelle que PG, ça va être la projection sur G parallèlement à F, même si j'ai pas écrit le F, et que c'est le même F que celui qui va dans PF. Ok, c'est pas deux projections qui n'ont rien à voir. Alors on passe à la démonstration du théorème 17. Donc on a E et F qui sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E. Premièrement, on doit démontrer que F est un endomorphisme. Donc on fait d'abord endo, et puis ensuite on fera morphisme. Alors, pour tout x appartenant à E, PF de x, puisque c'est l'unique vecteur de F qui permet de décomposer x, c'est un élément de grand F. En particulier, il est inclus dans E. Donc PF, c'est bien une application qui va de E dans E. Même si on peut écrire en fait qu'elle est simplement à valeur dans F, nous comme on veut montrer que c'est un endomorphisme, on la voit de E dans E. Pour le côté linéaire, on utilise la caractérisation des applications linéaires, donc on se fixe deux vecteurs de E et un scalaire lambda. Et on doit montrer que PF de x plus lambda y est égal à PF de x plus lambda PF de y. Donc on calcule PF de x plus lambda y. Donc on reprend, on en était dans la démonstration 17, à démontrer que PF était bien un endomorphisme. Alors, pour montrer le côté linéaire, on fixe xy appartenant à E carré, et lambda appartenant à k. Et on doit calculer PF de x plus lambda y. Pour savoir combien vaut PF de x plus lambda y, il faut connaître l'unique décomposition de x plus lambda y comme un élément de f plus un élément de g. Donc on commence par écrire cette unique décomposition pour x, on fait la même chose pour y, ensuite on regroupe tout ce qui est élément de f et tout ce qui est élément de g, et puisque f est un sous-espace vectoriel, xf plus lambda yf est dans f, et xg plus lambda yg est dans g. D'autre part, puisqu'on sait que tout élément de E se décompose de manière unique comme un élément de f plus un élément de g, et qu'on a un candidat, eh bien on est sûr que cette décomposition est l'unique décomposition de x plus lambda y. Donc finalement, PF de un élément de f plus un élément de g, c'est directement un élément de f, c'est donc xf plus lambda yf. Et puis on remarque que xf c'est pf de x, que yf c'est pf de y. Donc finalement, pf de x plus lambda y est bien égal à pf de x plus lambda pf de y. Donc on a bien que pf est un endomorphisme de E. Ensuite, on veut démontrer que P rond P est égal à P. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on prend x appartenant à E, on doit calculer PF de x. Premièrement, PF de x, on sait que ça vaut xf. Ensuite, de nouveau pour appliquer xf, il faut connaître la décomposition de xf. Bon, bah cette décomposition, elle est donnée par xf plus 0. Donc PF de xf plus 0, c'est égal à xf. Ce qui de nouveau est égal à PF de x. Donc vous avez bien que PF rond PF est égal à PF. Alors, on revient au théorème pour bien voir ce qu'on veut démontrer. Je vous le remets, on est en train de démontrer le théorème 17. Donc on a démontré que PF est un endomorphisme et que PF rond PF est égal à PF. Ce qu'on veut démontrer maintenant, c'est que G, en fait,
eh bien c'est le noyau de PF et que F c'est l'image de PF. Donc on va démontrer ça par double inclusion. Donc on prend un X appartenant à G. Son unique décomposition comme un élément de F plus un élément de G, c'est 0 plus X. Donc PF d'un élément qui est dans G est égal à 0. Donc vous avez ici que PF de X égale 0, c'est-à-dire que X appartient au noyau de PF. Donc on a la première inclusion. G est inclus dans le noyau de PF. Pour la deuxième inclusion, on prend X appartenant au noyau de PF, ça veut dire que PF de X égale 0. Sauf que PF de X, c'est l'unique vecteur de F tel que X s'écrive ce vecteur plus un autre. Donc X, on est sûr qu'il s'écrit 0 plus un vecteur de G. Bon bah donc en fait, X est égal à XG, et donc X appartient à G. Donc par double inclusion, on n'a que cet ensemble G, qui avait l'air au début d'être complètement indépendant de PF, en fait c'est le noyau de la projection. Pour l'autre égalité, pareil, on fait par double inclusion. Donc on prend X appartenant à F, de nouveau on calcule PF de X, l'unique décomposition de X comme un élément de F plus un élément de G, ben c'est X plus 0, donc PF de X plus 0, ça vaut X, donc vous avez bien que X est l'image par PF d'un vecteur, en l'occurrence de lui-même, mais ça c'est pas le plus important, donc X appartient bien à l'image de PF, puisqu'il s'écrit PF de quelque chose. Pour l'autre inclusion, on prend un X appartenant à l'image de PF, ça veut donc dire qu'il existe Y appartenant à E tel que X soit égal à PF de Y, ça veut donc dire que Y, il s'écrit X plus un élément qui est dans G. Donc ça veut bien dire que X, puisque c'est l'unique composante de Y dans F, et ben X, il appartient à F. Donc de nouveau par double inclusion, on a que l'image de PF est égale à F. Alors on a les mêmes résultats pour G, les points 3 et 4 je les démontre pas, vous faites exactement le même raisonnement en remplaçant F par G, et on obtient d'ailleurs exactement le contraire, le symétrique un peu. On va passer au point numéro 5. On veut calculer PF rond PG. Donc on a toujours E qui est égal à la somme directe de F plus G. Quel que soit X appartenant à E, on va calculer PF de PG de X. Alors on commence par calculer PG de X. PG de X, eh bien puisque X il s'écrit XF plus XG, PG de X on a dit que c'était XG. Donc maintenant on doit calculer PF de XG. On doit donc connaître la décomposition de XG. Bon, on a vu que l'unique décomposition de XG, c'est 0 plus XG, donc PF de 0 plus XG, ça vaut l'unique vecteur de F, c'est-à-dire 0. Donc vous avez bien que PF rond G est égal à 0. Donc, une fois que vous avez une somme directe F plus G qui vaut E, eh bien vous avez plein de propriétés sur la projection. Ce qui est le plus difficile, finalement, dans une projection, c'est de trouver la valeur de XF et trouver la valeur de XG. Donc, par exemple, vous connaissez cette somme directe, on a démontré déjà que l'ensemble des matrices symétriques, c'est-à-dire les matrices qui sont égales à leur transposée, et l'ensemble des matrices antisymétriques, c'est-à-dire l'ensemble des matrices égales à l'opposé de leur transposée, était en somme directe et donnait Mn de R tout entier. Ce qui veut dire que toutes les matrices de Mn de R se décomposent de façon unique comme une matrice symétrique plus une matrice antisymétrique. On a démontré que la décomposition c'était celle-ci. Mais le plus dur en fait c'est d'obtenir cette décomposition. Donc dans la démonstration, moi je vous l'avais donnée directement parce que on la rencontre beaucoup, mais vous devez être capable pour n'importe quelle somme directe de retrouver cette décomposition. Donc je vous rappelle, souvent on le fait par analyse et synthèse. Soit on voit facilement quelle est la décomposition possible et on montre qu'elle convient, soit on fait par analyse et synthèse. En l'occurrence, ici, une fois que vous avez cette décomposition, vous avez donc que, quel que soit M appartenant à Mn de R, la projection sur Sn de R parallèlement à N de R de la matrice M, eh bien c'est la matrice M plus transposée de M sur 2. On revient ensuite au polycopié. Donc, on a démontré que si PF était une projection, alors PF était un endomorphisme, et en plus,
quand on appliquait 2 fois de suite la projection, c'est ça hein, qu'il y a dans PF rond PF, on projette et puis on projette encore, eh bien ça revenait à projeter une seule fois. Si vous réfléchissez en termes de projection, finalement c'est assez naturel. Une fois qu'on a projeté une fois, bah, finalement, si on reprojette encore, ça n'apporte pas plus d'informations. Bon, bah, ce qu'on va démontrer dans le théorème suivant, c'est qu'en fait, tous les endomorphismes qui vérifient cette propriété sont des projections. Donc ça va être quasiment la caractérisation d'une projection. Donc ce résultat va être important. Il vous dit que si P est une application d'un endomorphisme dans lui-même, on a équivalence entre P est linéaire et P rond P égale P, et le noyau de P et l'image de P sont supplémentaires dans E, et P est donc la projection de sur image de P parallèlement à son noyau. Donc, quel est l'intérêt de cette équivalence? Bah, c'est que là, dans ce point-là, qu'est-ce que vous voyez? Plutôt, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Bah, il n'y a pas d'espace vectoriel supplémentaire. C'est-à-dire, il n'y aura pas forcément besoin, pour montrer qu'une application est une projection, de déterminer les espaces vectoriels F et G qui vont servir à fabriquer la projection. Alors, il n'y aura pas besoin pour montrer que c'est une projection, par contre, il y en aura besoin si jamais vous voulez déduire des choses sur cette projection. Souvent, une application linéaire qui vérifie P rond P égale P, on dit que c'est un projecteur, et on utilise le mot projection pour dire projection sur F parallèlement à G. Alors, on va démontrer cette équivalence du théorème 18 avant de s'en servir dans des exercices. Donc, on veut montrer l'équivalence, on raisonne par double implication. Premièrement, on suppose que P est la projection sur IMP parallèlement à KRF. Bon, bah, on a déjà démontré dans le théorème 17 que P était linéaire et que P rond P était égal à P. Donc, il y a un sens de l'équivalence qu'on a déjà fait. Ce qui nous intéresse un peu plus, c'est l'autre sens. Donc, on suppose que P est un endomorphisme qui vérifie P rond P égale P. Et on doit démontrer que P est la projection sur l'image de P parallèlement au noyau. Donc, première chose à démontrer, c'est que le noyau et l'image sont bien supplémentaires. Donc, pour ça, on utilise la caractérisation des sous-espaces vectoriels supplémentaires. Donc, premièrement, on prend un vecteur X qui appartient à la fois au noyau et à l'image de P. On traduit ce que ça veut dire les deux hypothèses. Être dans le noyau de P, ça veut dire que P de X égale 0. Être dans l'image de P, ça veut dire qu'il existe Y appartenant à E, tel que X égale P de Y. Et puis, puisque l'information qu'on a, c'est sur P rond P, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer P à cette égalité. Donc, on va avoir que P de X est donc égal à P de P de Y, et donc égal à P de Y, puisque P rond P, par hypothèse, c'est égal à P, et P de Y, c'est ce qu'on a appelé X. Bon, mais sauf que P de X, ça vaut 0. Donc X, en particulier, est égal à 0. Donc, dès que vous avez une application linéaire qui vérifie P rond P égale P, vous avez automatiquement que le noyau et l'image sont en somme directe. Moi, je trouve quand même que c'est un résultat intéressant. Vous verrez dans la feuille d'exercice, il y a pas mal de choses comme ça. À partir d'égalités de ce genre, on peut déduire des inclusions d'un noyau dans l'image ou ce genre de choses. Vous verrez dans la feuille d'exercice, il y en a pas mal. Alors ensuite, il nous faut l'autre point de la caractérisation. Il faut montrer que tout vecteur de E se décompose de manière unique comme un vecteur du noyau plus un vecteur de l'image. Puisque la somme est directe, on sait déjà que si décomposition il y a, cette décomposition va être unique. Donc ce qu'on va faire nous simplement, c'est chercher cette décomposition. Alors là, de nouveau, soit vous faites par analyse et synthèse, soit, en fait, pour un projecteur, vous devez vraiment connaître cette décomposition. Donc moi, je vais vous la donner directement et on va montrer qu'elle convient. X, on peut l'écrire P de X plus X moins P de X. Voilà une décomposition assez naturelle. D'où est-ce qu'elle vient? Comment est-ce qu'on peut essayer de la retenir? Bon, ben, on veut décomposer X comme un élément de l'image de P, donc on n'a pas trop d'autre choix que P de quelque chose. Et comme on connaît rien d'autre que X, on n'a pas trop d'autre choix que P de X. Bon, bah, ce qui manque, c'est X moins P de X. Donc là, on croise les doigts pour que X moins P de X soit dans le noyau de P. Alors, P de X, on l'a déjà dit, ça appartient à l'image, donc ça, il n'y a pas de problème. Pour montrer que X moins P de X appartient au noyau de P, on calcule P de X moins P de X.
Puisque P est linéaire, ça c'est égal à P de x moins P de P de x. Mais P de P de x, par hypothèse, c'est égal à P de x. Donc finalement, P de x moins P de x, c'est égal à 0. Donc finalement, x moins P de x appartient au noyau. Donc on a bien réussi à écrire tout vecteur de E comme un vecteur de l'image de P plus un vecteur du noyau de P. Donc on a bien démontré que E était inclus dans cette somme directe. Et puisque l'autre inclusion est tout le temps vraie, on obtient l'égalité. Donc, du moment que P est linéaire, et vous n'oubliez pas le caractère linéaire parce qu'on s'en est vraiment beaucoup servi dans la démonstration, et que P rond P égale P, on obtient automatiquement que le noyau et l'image sont supplémentaires dans E. Il nous reste à montrer le deuxième point de 2, c'est-à-dire à savoir que P est bien la projection sur son image parallèlement à son noyau. Donc là, on revient à la décomposition qu'on a utilisée pour X. On l'a écrit comme un élément de l'image plus un élément du noyau. Donc P de X, en fait, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, P de X, c'est exactement la composante sur l'image. P de X, c'est exactement X image de P, ou X image de P, c'était l'unique vecteur de l'image de P. Donc P, c'est bien la projection sur l'image parallèlement au noyau. Donc, à partir de ce résultat, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Deux options. On vous demande de montrer qu'une application est une projection, ou un projecteur. Donc vous montrez qu'il est linéaire et qu'il vérifie P rond P égale P. Et on vous demande quels sont les sous-espaces vectoriels supplémentaires qui sont associés à cette projection. Vous avez juste, et tout est dans le juste, à déterminer le noyau et l'image de cette application linéaire. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite dans l'exemple 11. On a une application P de R2 dans R2 qui au couple XY associe X plus Y divisé par 2, X plus Y divisé par 2. Première question, montrer que cette application est un projecteur et donner les sous-espaces vectoriels, dans un second temps, associés à cette projection. Donc on va appliquer la caractérisation qu'on vient de démontrer. Donc, première chose, on doit démontrer que P est bien linéaire. Donc on se fixe deux points de R2, XY, X', et un scalaire lambda. Et on calcule P de la combinaison linéaire de XY et de lambda X', Y'. Première chose à faire, je vous encourage vraiment à le faire, on écrit d'abord à quoi ressemble cette combinaison linéaire. Donc XY plus lambda X', Y', c'est le vecteur de R2, dont la première coordonnée vaut X plus lambda X', et la deuxième vaut Y plus lambda Y'. Une fois qu'on a fabriqué la combinaison linéaire, on sait appliquer P facilement. Donc c'est la somme des deux coordonnées sur 2 et la somme des deux coordonnées sur 2. Et puis notre but c'est de montrer que c'est P de XY plus lambda P de X', Y', donc on regroupe ce qui est en XY et ce qui est en X', Y'. On obtient donc ici la somme de deux fractions et la somme de deux fractions. Et puis dans R2 on sait qu'on peut découper les vecteurs en deux, donc on le découpe comme ça nous arrange. Donc on se retrouve avec X plus Y sur 2, X plus Y sur 2, et puis la même chose en X'. Et donc finalement, on a bien retrouvé que P de XY plus lambda X', Y' est égal à P de XY plus lambda P de X', Y'. Donc premier point, P est bien un endomorphisme de R2. Deuxième point, on doit montrer que P rond P est égal à P. Donc on se fixe un vecteur de R2 et on va calculer P rond P de XY. C'est-à-dire P de XY. C'est-à-dire P du vecteur X plus Y sur 2, X plus Y sur 2. On écrit ce que ça vaut. Donc de nouveau, on doit faire la somme des deux coordonnées divisée par 2. Donc X plus Y sur 2 plus X plus Y sur 2, le tout sur 2. Pareil pour la deuxième coordonnée. On simplifie un peu tout ça. Et on retombe sur P de XY. Donc P rond P est bien égal à P. Donc vous avez un endomorphisme de R2 qui vérifie P rond P égale P. Par le théorème qu'on vient de démontrer, vous êtes sûr que c'est une projection. Et même plus précisément, vous êtes sûr que c'est la projection sur l'image de P parallèlement à son noyau.
Donc il nous faut maintenant déterminer l'image et le noyau de P pour répondre entièrement à la deuxième question. Alors l'image de P, c'est l'ensemble des vecteurs de R2 qui sont de la forme x plus y sur 2, x plus y sur 2. Donc c'est l'espace vectoriel engendré par 1, 1. Puisqu'en fait la première et la deuxième coordonnée doivent être les mêmes, vous n'avez aucune autre condition. Le noyau, c'est l'ensemble des vecteurs de R2 tels que x plus y sur 2 égale 0, c'est-à-dire cette fois vecte de 1 moins 1. Donc, ce qu'on a démontré grâce à cette application P en particulier, c'est que cet espace vectoriel-là et cet espace vectoriel-là sont supplémentaires dans R2. C'est un moyen pour obtenir des espaces vectoriels supplémentaires. C'est pas le plus simple, hein. Quand on vous demande de montrer que des espaces sont supplémentaires, n'allez pas chercher un projecteur associé, mais par contre, vous pouvez, au détour d'une question, en déduire également ce genre de résultat. Voilà, donc on a terminé la partie du cours sur les projecteurs. On va passer à quelques exercices parce qu'à mon avis, c'est vraiment le plus utile pour voir ce qui se passe. Donc, vous prenez dans la feuille d'exercice, voilà, l'exercice 14. On a P qui est un projecteur. On vous demande de montrer que Q est également un projecteur et de comparer les noyaux et les images de ces deux projecteurs. Et puis vous faites également l'exercice 15. Cette fois, on a P qui est un projecteur et on vous demande est-ce que 2P est encore un projecteur? Est-ce que 2 identités moins P est un projecteur? Et est-ce que si ker de P est égal à InP, alors P est un projecteur? Voilà. Une fois que vous avez terminé de réfléchir à l'exercice 14 et 15, je vous enverrai de nouveau le corrigé, on revient aux polycopies. Alors, on a vu les applications linéaires de façon générale. Parmi les applications linéaires, on a vu qu'il y avait celles qu'on appelle les endomorphismes, qui vont de E dans E. Parmi ces endomorphismes, on a vu deux catégories pour l'instant d'endomorphismes particuliers, les homothéties et les projections. Ce qu'on va voir maintenant, c'est ce qu'on appelle les symétries. Alors, de nouveau, vous allez retrouver des propriétés de ce que vous avez appelé jusqu'à maintenant des symétries orthogonales, mais ce qu'on étudie ici, nous, c'est des symétries beaucoup plus générales que simplement des symétries orthogonales. Donc, quand je vais faire des dessins, quand vous allez vous aussi faire les dessins, ne prenez pas des sous-espaces vectoriels dessinés avec des angles droits. Ça va sinon fausser votre raisonnement. On commence par la définition d'une symétrie. Alors vous allez voir, c'est assez proche d'une projection. Donc on a toujours E un K-espace vectoriel, F et G deux sous-espaces vectoriels de E qui sont supplémentaires dans E. Ce qui veut dire que quel que soit X appartenant à E, il existe un unique couple XF, XG appartenant à F croix G, tel que X s'écrive sous la forme XF plus XG. Ce qu'on appelle la symétrie par rapport à F parallèlement à G, c'est l'application qui à X associe XF moins XG. Autrement dit, sa coordonnée, entre guillemets, sur F moins sa coordonnée sur G. On appelle ça symétrie par rapport à F parallèlement à G, on la note S indice F. De nouveau, comme pour les projections, la notation complète c'est S indice F avec G en puissance, mais moi je ne vais pas noter le G. Mais vous gardez quand même en tête que si vous preniez un autre supplémentaire que G pour F, parce que je vous rappelle, il n'y a absolument pas unicité du supplémentaire, eh bien vous auriez une autre application de symétrie. Donc dans le nom, au moins, vous précisez bien parallèlement à quel espace vectoriel. Et de la même façon, la symétrie par rapport à G parallèlement à F, c'est la fonction notée S indice G qui à X associe XG moins XF. Première remarque à faire, déjà, SF est égal à moins SG. Ça, c'est assez simple à remarquer. Alors, comme pour les projecteurs, on va regarder ce qui se passe. Donc, de nouveau, je vous ai dessiné deux sous-espaces vectoriels. Donc là, F, il est un peu penché, donc ils ne sont pas perpendiculaires. Faites attention. F ici, c'est un plan, et G, c'est une droite. Vous avez un vecteur U. Ce qu'on appelle la symétrie par rapport à F, c'est la coordonnée sur F moins la coordonnée sur G. Donc je dois faire ce vecteur
moins ce vecteur. Donc je dois faire ce vecteur moins ce vecteur. Alors là, l'échelle n'est pas tout à fait respectée, hein, mais ici, vous avez donc SF de U. Et donc ici, par symétrie, puisqu'on a dit que SG est égal à moins SF, vous avez la symétrie par rapport à G. Bon, bah, qu'est-ce que vous remarquez? C'est qu'on a l'air d'avoir pris le vecteur U et d'avoir fait le symétrique par rapport à F. C'est un peu ça l'idée. Donc, on prend E, qui est la somme directe de F et de G. On va regarder ce qui se passe lorsque le vecteur est dans X. Pour dire combien vaut la symétrie par rapport à F parallèlement à G, vous devez savoir quelle est la décomposition de X. Donc X, comme il est dans F, il s'écrit lui-même plus 0. Donc la symétrie par rapport à F parallèlement à G, par définition, c'est le vecteur de F moins le vecteur de G, c'est-à-dire X moins 0. Donc ça vaut X. Et la symétrie par rapport à G parallèlement à F, c'est le vecteur de G moins le vecteur de F. Donc c'est 0 moins X, donc ici ça vaut moins X. Cette égalité, d'où elle vient? Ben, si votre vecteur X, il est dans F, par exemple ici, et que vous faites la symétrie par rapport à F, ben, la symétrie d'un point qui est sur F, quand je fais le symétrique par rapport à F, ça reste encore dans F. Donc SF de X, je n'ai rien fait, le symétrique c'est lui-même. Par contre, si vous avez un point qui est dans G, ici, quand vous faites le symétrique, il va aller en dessous. Ça va faire moins X. Pour G, c'est le contraire. On prend un vecteur X qui est dans G. Sa décomposition, du coup, c'est 0 plus X. Donc, le symétrique par rapport à F parallèlement à G, c'est la composante de F moins la composante de X, c'est-à-dire 0 moins X. Et la symétrie par rapport à G parallèlement à F, c'est la coordonnée de G, X, moins la coordonnée de F, c'est-à-dire 0. Donc on retrouve de nouveau le rôle de F et G s'échange lorsqu'on regarde des points de F ou des points de G. Comme pour les projections, on va démontrer certains résultats sur les symétries. Donc on passe au théorème 19. Vous prenez E, un K-espace vectoriel, et vous prenez F et G, deux sous-espaces vectoriels supplémentaires. On note SF et SG, les symétries associées. Premier résultat important, SF, c'est-à-dire la symétrie par rapport à F parallèlement à G, est un endomorphisme de E, et cette fois, SF rond SF est égal à l'identité. Ça, c'est naturel, parce que si on applique deux fois de suite une symétrie, on revient au point de départ. Je vous rappelle qu'on appelle ça une involution. Deuxième point important, de nouveau, les espaces F et G qui sont cachés, entre guillemets, derrière la symétrie, mais en fait, ils sont fortement liés à la symétrie. Alors, ils sont liés beaucoup moins simplement que pour une projection, mais vous devez quand même connaître par cœur cette formule. Quand vous avez F plus G qui est égal à E, et que vous faites la symétrie par rapport à F parallèlement à G, F, c'est le noyau de SF moins l'identité, et G, c'est le noyau de SF plus l'identité. Faites très attention quand vous retenez ces formules. En particulier, ces deux noyaux sont supplémentaires. On a les mêmes résultats pour SG, en échangeant le rôle de F et G. Et dernier résultat, SF rond SG est égal à moins l'identité, et SG rond SF est égal à moins l'identité. Ce qui s'explique, vous pouvez le retenir avec le dessin, vous avez votre vecteur U, vous faites le symétrique par rapport à F, donc vous allez tomber là. Vous faites le symétrique par rapport à G, vous allez tomber là, c'est-à-dire à l'opposé de U. Donc vous avez bien que SG composé avec SF donne moins l'identité. Et je vous rassure, puisqu'un dessin ne peut pas servir de démonstration, on va faire une réelle démonstration. Donc on passe à la démonstration du théorème 19. On a toujours F et G qui sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E. Premier point, on veut montrer que SF est un endomorphisme de E. Donc on doit montrer que SF est bien à valeur dans E. Alors, quel que soit X appartenant à E, SF de X c'est XF moins XG, c'est-à-dire un vecteur de F moins un vecteur de G, ou encore un vecteur de E moins un vecteur de E. Donc puisque E est un espace vectoriel, SF de X appartient bien à E. Donc SF est bien déjà une application de E dans E. Pour le côté morphisme, eh bien on prend XY appartenant à E carré, lambda appartenant à K, et on doit calculer SF de X plus lambda Y.
Pour connaître la formule pour SF de x plus lambda y, vous devez connaître l'unique décomposition de x plus lambda y comme un vecteur de f plus un vecteur de g. Donc x plus lambda y, on décompose x, on décompose y, on regroupe ce qui est dans f, ce qui est dans g, et ensuite, puisqu'on sait que x plus lambda y admet une unique décomposition comme un élément de f plus un vecteur de g, qu'on a sous les yeux une décomposition, eh bien on est sûr que c'est la seule. Donc l'unique vecteur de f et l'unique vecteur de g dont la somme vaut x plus lambda y, vous êtes sûr que c'est ces deux-là. Et donc vous êtes sûr que la symétrie par rapport à f de ce vecteur, c'est sa coordonnée suivant f, donc xf plus lambda yf, moins le vecteur de g qui lui est associé, c'est-à-dire xg moins lambda yg. On regroupe ce qui concerne x, donc on retrouve xf moins xg, c'est-à-dire sf de x, et on retrouve lambda facteur de yf moins yg, c'est-à-dire lambda sf de y. Donc on retrouve bien que sf de x plus lambda y est égal à sf de x plus lambda sf de y, c'est-à-dire que sf est bien un endomorphisme de E. On doit maintenant montrer le deuxième point, c'est-à-dire calculer sf rond sf. Alors on calcule d'abord sf de x, qui vaut donc xf moins xg, et ensuite sf appliqué à ce vecteur, c'est donc le vecteur de f, xf, moins le vecteur de g, qui ici vaut moins xg. Et donc on retrouve xf plus xg, on retrouve bien x. Donc sf rond sf est bien égal à l'identité de E. Pour le deuxième point, je vous remets l'énoncé, on veut démontrer deux égalités d'ensemble. Donc comme pour la démonstration pour les projecteurs, on va raisonner par double implication. Donc on commence par prendre x appartenant à g. Sf de x, c'est donc égal à sf de 0 plus x, qui est l'unique décomposition de x dans f plus g. Donc c'est la coordonnée, et sf de ce vecteur, pardon, c'est la coordonnée de f moins la coordonnée de g, ça vaut donc moins x. Donc en particulier, si on regroupe tout du même côté pour faire apparaître un 0, pour avoir une chance de voir un noyau quelque part, on écrit donc que sf de x plus x égale 0, c'est-à-dire sf plus l'identité appliquée à x égale 0. Donc g est inclus dans le noyau de sf plus l'identité. On fait l'inclusion dans l'autre sens, on prend un noyau qui appartient, on prend un vecteur, pardon, qui appartient au noyau de sf plus l'identité. Ça veut donc dire que sf plus l'identité appliquée à x vaut 0, c'est-à-dire que sf de x égale moins x. C'est-à-dire, si on utilise l'unique décomposition comme xf plus xg, que xf moins xg, qui est la valeur de sf de x, est égale à moins xf moins xg. Et par unicité de l'écriture, vous pouvez dire que moins xf est égal à xf, c'est-à-dire que xf égale 0, et que moins xg est égal à moins xg, ce qui ne vous donne pas beaucoup d'informations. Donc on en déduit que xf vaut 0, puisque moins xf doit être égal à xf, donc que x, qui est égal normalement à xf plus xg, est juste égal à xg, donc x appartient à g. Et donc on a bien par double inclusion l'égalité. Donc sf, c'est la symétrie par rapport à f parallèlement au noyau de sf plus l'identité. Pour la deuxième égalité, pareil, on fait par double inclusion. On prend un vecteur x qui appartient à f. Ça veut dire que sf de x, c'est donc sf de x plus 0, c'est donc égal à x. Donc cette fois, de nouveau, on met tout du même côté pour faire apparaître égal 0. On obtient sf de x moins x qui vaut 0. C'est-à-dire que sf moins l'identité appliquée à x vaut 0. Donc x appartient au noyau, cette fois, de sf moins l'identité. Pour l'autre inclusion, cette fois, on prend un vecteur x appartenant au noyau de sf moins l'identité. Ça veut dire que sf moins l'identité de x égale 0. Ça veut dire que sf de x égale x. Ça veut dire donc, toujours en utilisant la décomposition, que xf plus xg est égal à xf moins xg. Et donc, par identification, vous obtenez cette fois que c'est xg qui vaut 0. Donc x en fait est juste égal à xef, donc x appartient à f. Et donc,
f est bien égal au noyau de SF moins l'identité. Donc, derrière une projection sont cachés une image et un noyau. Derrière une symétrie sont cachés deux noyaux. Vous essayez de bien ranger ça dans votre cerveau pour pas confondre. On a exactement les mêmes résultats pour SG, c'est les points 3 et 4, donc on ne les redémontre pas. On remplace juste le F par G et on obtient exactement la formule. Et on passe plutôt à la démonstration du point 5. On a E qui vaut F plus G en somme directe et on veut calculer SF rond SG de X. Alors, pour calculer SG de X, il faut connaître la décomposition de X. Donc X, je l'écris XF plus XG. SG de XF plus XG, c'est le vecteur de G moins le vecteur de F. Donc c'est SF de XG moins XF. Et la symétrie par rapport à F parallèlement à G, c'est le vecteur de F moins XF moins le vecteur de G. C'est-à-dire moins XF moins XG, ce qui vaut donc moins X. Là, il manque un égal. Donc vous avez bien que SF rond SG est égal à moins l'identité. Donc, on a vu que pour une symétrie, par rapport à F parallèlement à G, SF est un endomorphisme et SF rond SF vérifie l'identité. Et bien comme pour les projections, en fait, cette propriété, ça va être une caractérisation des symétries. Donc dans le théorème 20, on va démontrer une équivalence entre S est une application linéaire, c'est-à-dire un endomorphisme, et S rond S égale l'identité, et S est la symétrie par rapport au noyau de S moins l'identité, parallèlement au noyau de S plus l'identité. Ce qui veut dire que dans les exercices, quand on va vous demander de montrer qu'une application est une symétrie, eh bien vous n'aurez pas forcément besoin de montrer que des espaces sont supplémentaires, vous n'aurez pas forcément besoin de démontrer quelle est l'écriture qui est cachée derrière cette somme d'espaces supplémentaires. Par contre, il faudra montrer que c'est bien une application linéaire et que c'est une involution. S rond S égale l'identité. Donc on va démontrer ce théorème 20. Alors c'est une équivalence, donc on raisonne par double implication. De nouveau, 2 implique 1, c'est exactement le théorème précédent. Si S est une symétrie par rapport à F parallèlement à G, on a déjà démontré qu'elle est linéaire et qu'elle vérifie S rond S égale l'identité. Donc moi, ce qui m'intéresse plus dans ce théorème 20, c'est la réciproque, c'est-à-dire on suppose que S est une application linéaire et que S rond S égale l'identité. On doit démontrer que S est la symétrie par rapport au noyau de S moins l'identité parallèlement au noyau de S plus l'identité. Donc on doit déjà démontrer que ces deux noyaux sont supplémentaires. Donc, on utilise la caractérisation des sous-espaces vectoriels supplémentaires. On choisit un vecteur X qui appartient à l'intersection des deux noyaux. On écrit ce que ça veut dire. Être dans le noyau de S moins l'identité. Ça veut dire que S moins l'identité de X égale 0. Ça veut donc dire que S de X égale X. Et être dans le noyau de S plus l'identité, ça veut dire que S de X plus X égale X. Ça veut dire que S de X égale moins X. Donc X, il est à la fois égal à S de X et à moins S de X, donc il est égal à 0. Donc les deux noyaux sont bien en somme directe. Deuxième point, on doit démontrer que tout vecteur de E s'écrit comme un vecteur du noyau de S moins l'identité plus un vecteur du noyau de S plus l'identité. Alors pour ça, de nouveau, soit vous le faites par analyse et synthèse, soit, comme on en a vraiment souvent besoin et que vous devez le connaître par cœur pour une symétrie, eh bien, on écrit directement la décomposition. Cette décomposition, elle est un petit peu moins naturelle que pour les projections, donc vous pouvez, pour vous en convaincre, le faire par analyse et synthèse. Ça vous fera d'ailleurs un très bon exercice d'essai de l'analyse et synthèse, et puis comme vous avez la solution, comme ça vous pourrez vérifier. Donc en tout cas, X, on peut le décomposer comme ça. Ce qui nous reste à vérifier, c'est que cet élément est dans un des noyaux et cet élément est dans l'autre noyau. Donc on calcule S moins l'identité, puisqu'on cherche un élément du noyau de S moins l'identité, S moins l'identité appliqué à cette fraction. Puisque S et l'identité sont des applications linéaires, S moins l'identité de cette fraction, ça fait S appliqué à la fraction, c'est-à-dire S de X plus S de X divisé par 2, moins
l'identité de la fraction, c'est-à-dire directement la fraction. Et puis S rond S est égal à l'identité, donc ce S rond S là, vous le remplacez par X. Donc les X vont se simplifier, les S de X vont également se simplifier, il va rester 0. Donc X plus S de X sur 2 appartient bien au noyau de S moins l'identité. Donc le premier ici, il est bien dans le premier noyau. On vérifie de la même façon que le deuxième vecteur dans notre somme est bien dans le noyau de S plus l'identité. Donc on calcule S plus l'identité appliquée à cette fraction. Donc de nouveau, ça fait S de cette fraction, c'est-à-dire S de X moins S de X sur 2, plus l'identité de cette fraction, c'est-à-dire plus X moins S de X sur 2. Et puis S de X, ça fait X, puisqu'on a par hypothèse que S rond S égale l'identité. Donc ici, ça fait S de X moins X, qui se simplifie avec le X moins S de X, donc il reste bien 0. Donc, X moins S de X sur 2 appartient au second noyau. Donc on a bien réussi à écrire tout élément de E comme un élément du premier noyau plus un élément du deuxième. Et donc, comme l'autre inclusion est tout le temps vraie, on obtient que E est bien égal à la somme de ces deux noyaux. Ce qu'il nous reste à voir maintenant, c'est que S est bien la symétrie qui est cachée derrière cette somme directe. Donc premièrement, quel que soit X appartenant à E, il existe bien un unique couple X1, X2, tel que X soit égal à X1, X2. On a démontré que X1 c'était celui-là et que X2 c'était celui-là. Nous, ce qu'on veut retrouver, c'est S. Je vous rappelle. Donc, si on fait la somme des deux, si on fait la somme des deux, le S de X vont simplifier, donc on va faire la différence entre les deux. On va calculer X1 moins X2. X1 moins X2, c'est fait pour, c'est normal que ça marche, ça vaut exactement S de X. Donc S de X, c'est la composante du noyau de S moins l'identité, moins la composante du noyau de S plus l'identité. Bon, ça, c'est exactement la définition qu'on a vue pour une symétrie. Donc S, c'est bien la symétrie par rapport au noyau de S moins l'identité, parallèlement au noyau de S plus l'identité. Dernier résultat à voir sur les symétries et les projections, c'est que, comme les symétries et les projections sont cachées derrière la même somme directe, il existe un lien fort entre les projections et les symétries. Donc si vous avez F et G qui sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E, que vous appelez PF, PG les projections associées et SF, SG les symétries associées, eh bien SF est égal à 2 fois PF moins l'identité, et SG est égal à 2 fois PG moins l'identité. Autrement dit, si vous avez certains résultats sur P, eh bien vous pouvez en déduire des résultats sur F ou le contraire. Donc on va faire la démonstration rapidement. On a cette somme directe, ce qui veut dire que quel que soit X appartenant à E, X s'écrit comme un unique vecteur de F plus un unique vecteur de G. SF de X, par définition, c'est XF moins XG, c'est-à-dire 2XF moins XG, c'est-à-dire 2 fois PF, puisque XF, je vous rappelle, c'est PF, moins X, puisque XF plus XG, ça fait X. Donc on retrouve bien que SF est égal à 2 fois PF moins l'identité. De la même façon, avec G par symétrie, la symétrie par rapport à G parallèlement à F est égale à 2 fois la projection sur G parallèlement à F moins l'identité.